Dans un monde où les défis de la santé mentale sont de plus en plus prégnants, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité complexe. Dans cette dynamique, le pays s'est doté d'un plan stratégique national santé mentale 2023-2025. En effet, la Côte d'Ivoire fait face, comme d'autres, à des enjeux majeurs en matière de bien-être psychologique de ses citoyens, notamment au sein de la jeunesse. Comment comprendre la santé mentale ? Que fait concrètement le gouvernement face à cette situation? Qu'est-ce qui provoque ces dérèglements? Ce soir, ils sont 4 pour évoquer ce sujet. Santé mentale, comment la comprendre? Et je vous présente nos invités. Bonsoir, docteur Amétier. Bonsoir, Madame Herbeau. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes directrice de la cellule médico-sociale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est bien ça. Merci d'être parmi nous. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, professeur Kouassema Médard, vous êtes directeur coordonnateur du programme national de la santé mentale au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, tout à fait, CMU. C'est exact. Merci à vous, professeur, d'être parmi nous. À vos côtés, nous avons Madame Berthe Odile Pohan. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, vous êtes psychopédagogue. C'est ça. Merci d'être parmi nous. Une émission aussi sensible, nous le dirons ainsi, et aussi importante au regard des enjeux, ne pouvait se dérouler sans un sociologue. Et nous avons ce soir Justin Koulibaly. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Eliane. Bienvenue à tous les 4. Ce soir, nous tenterons donc ensemble, et surtout vous les experts, de sensibiliser le public qui nous regarde à travers le monde sur l'importance de la santé mentale. Et vous, mesdames, messieurs qui nous suivez, vous aurez la possibilité, comme vous le savez, de réagir en nous envoyant des questions ou des contributions via le QR code qui va s'afficher tout à l'heure. Et il est déjà là sur votre écran, au bas de votre écran. Comprendre la santé mentale, et nous retrouvons Ahmed Traoré qui nous propose un papier libre, santé mentale. Comment la définir? Elle s'identifie à un état psychologique et émotionnel. La santé mentale recouvre les émotions, les pensées et la capacité à faire face aux défis du quotidien. Personne n'échappe au haut et au bas de la vie. Pourtant, les facteurs de risque et de protection relatifs à la santé mentale se manifestent différemment. La santé mentale, c'est d'abord un état qui nous permet de nous épanouir d'abord. Un état qui nous permet de surmonter des obstacles de la vie. Et c'est toujours un état qui nous permet d'accomplir un travail. Je viens aujourd'hui, je travaille parce que je suis dans les conditions émotionnelles pour pouvoir le faire. Je suis dans les conditions physiques pour pouvoir le faire. Je suis dans les conditions spirituelles pour pouvoir le faire. Et ça nous permet également d'être productifs à notre communauté. Pour prévenir les troubles de la santé mentale, il est souvent nécessaire de prendre les mesures qui dépassent le seul secteur de la santé. Les programmes de promotion et de prévention devraient aussi faire intervenir les secteurs de l'éducation, du travail, des transports, de la protection civile et de toutes les composantes de la société en un mot. Cette approche multisectorielle devrait permettre au système de santé d'intégrer les efforts de promotion et de prévention au sein de ses services. Merci Ahmed Traoré, merci à Pacom Afrié pour ce montage. Alors, professeur, docteur, madame, messieurs, après ce que nous avons suivi ensemble, qu'est-ce que nous pouvons retenir et qu'est-ce que cela vous évoque, professeur? Merci. Avant de répondre spécifiquement à votre question, je voudrais profiter de l'opportunité que la Direction générale de la RTI offre au ministère de la Santé d'aborder la question de la santé mentale et profiter de l'occasion également pour remercier l'autorité du département en charge de la santé. J'ai nommé M. Pierre Nemba qui nous donne l'occasion d'informer, de sensibiliser sur la thématique de la santé mentale parce qu'en réalité, c'est une thématique qui est méconnue. Quand on dit santé mentale, oui, dans l'esprit des personnes, dans l'imaginaire social, on voit Benjervi. On voit le malade errant, on voit la femme errante dans le quartier, oui,
dans le village qui a un enfant, la santé mentale, ce n'est pas la maladie mentale. La santé mentale n'est pas... Ça, c'est la première information capitale. Deuxième information, la maladie mentale, c'est l'échec de la préservation de notre santé mentale, comme la maladie physique est l'échec de la préservation de notre santé physique. On en parlera dans le troisième axe de cette émission, justement. Alors, docteur Amitié, la santé mentale, quelle est la définition en réalité que vous donnez? Merci bien, Madame Herveau. Alors, pour moi, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à la personne de se sentir bien dans sa peau, dans son corps, qui lui permet aussi de surmonter les difficultés, d'apprécier les bons moments. Et à ce moment-là, elle peut aider son prochain. Elle peut apporter quelque chose à la communauté. Donc, pour moi, c'est ça la santé mentale. Cela, la santé mentale, rien d'autre pour l'heure. Voilà. Le sociologue que vous êtes, Ghislain Coulibaly, comment vous, justement, vous définiriez la santé mentale? Merci pour la question. Alors, je dirais que la problématique de la santé mentale est également un objet sociologique. Oui. C'est une question sociale. C'est également une question politique, mais aussi médicale. Disons simplement que la santé mentale est une donnée comportementale. Si je voudrais me référer peut-être à Émile Durkheim, la santé mentale, c'est une manière de penser, d'agir et de sentir, puisque l'individu, il appartient à un environnement sociologique, à un environnement social, et donc c'est un ensemble de rapports aux individus, rapport aux autres, rapport à la communauté tout simplement. Madame Pont, je voudrais vous entendre, je rappelle, hein, vous êtes psychopédagogue, donc il y a justement derrière de l'enseignement. Pour vous, que revêt justement la santé mentale? Ben, par rapport à ce que tout le monde vient de dire, j'ai envie de dire qu'il y a un rapport à soi d'abord, par rapport, quand on vous dit un état de bien-être. Et le professeur a dit, ce n'est pas la maladie, c'est l'état de bien-être complet. Parce que la santé mentale est une priorité de la santé elle-même. Donc parler de santé mentale ici, c'est voir comment, au niveau psychologique, au niveau physique et au niveau relationnel, puisque nous sommes des êtres sociaux, comment est-ce que nous interagissons dans nos communautés éducatives, familiales, professionnelles et autres, et comment est-ce qu'on arrive à être un élément qui peut affronter tous les stress. Parce que quand on a la santé mentale, on affronte et on essaie de s'adapter à la vie. On n'est pas quelqu'un qui fuit. Quand il y a quelque chose, on comprend et on essaie de s'adapter. On essaie de s'adapter. Alors moi, je voudrais justement, je vous pose la question à tous les quatre, hein, quels sont les éléments qui peuvent influencer de façon positive justement la santé mentale? Et je voudrais aussi rappeler aux téléspectateurs qui peuvent intervenir, poser leurs questions et pourquoi pas partager également peut-être un vécu en scannant le code QR qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, le sociologue, je voudrais savoir pour vous, qu'est-ce qui peut influencer justement positivement cette santé mentale? Alors, je voudrais dire que la bonne santé mentale, pour moi, c'est un bien-être. Hein, c'est le bien-être de l'individu. Qu'est-ce qui influence? Qui peut influencer? Oui, mais ce qui peut influencer, c'est aussi la pression économique. Positivement, on s'entend pour l'heure. Non, positivement, je veux dire l'environnement. Ça peut être un jardin dans la cour qui peut influencer positivement l'individu de sorte qu'il soit heureux et à l'aise dans son biotope. Donc ça peut être un élément qui influence positivement l'environnement. Alors, professeur, vous qui êtes justement coordinateur de tout ce programme, c'est bien 23-25, qu'est-ce qui peut influencer justement la santé mentale pour ceux qui nous regardent, et puis d'ailleurs nous-mêmes aussi? Alors, je veux revenir sur un point fondamental. Oui. Quand j'ai écouté les trois autres, la santé mentale est une réalité objective. Ce n'est pas de la subjectivité. C'est aussi réel que la santé physique. Ça, c'est le deuxième élément. Tout à l'heure, je disais que la santé mentale, ce n'est pas la maladie mentale. Donc, il s'agit clairement de faire comprendre aux populations ce que c'est que la santé mentale.
Alors, c'est quoi la santé mentale? Je disais, ce n'est pas une réalité subjective. Ça veut dire on ne définit pas en fonction de ce qu'on ressent ce que c'est que la santé mentale. C'est une définition fondamentale, c'est d'abord une affaire de santé. C'est d'abord une affaire de bizarre, santé. Ce que je suis en train de dire, Oui. mais il y a beaucoup de confusion autour du concept de santé. Si l'OMS accompagne les États membres pour qu'on puisse faire de la santé mentale, qu'on mette en place dans nos pays africains des programmes nationaux de santé, c'est pour dire que la santé mentale est d'abord une affaire de santé. Oui, d'accord. On est d'accord là-dessus. Ce n'est pas évident. Oui. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, quand on dit santé mentale, il y a 4 éléments clés qui rentrent dans une forme d'anatomie. C'est la santé des pensées. Et si on ne comprend pas bien, on ne comprendra pas pourquoi on dit que la santé mentale est multisectorielle. C'est la santé des pensées, Oui. c'est la santé des perceptions, c'est la santé liée aux croyances, c'est la santé des émotions, deuxième composante, c'est la santé des sentiments. Ça peut paraître bizarre. Troisième composante, c'est la santé du corps. Comment on se sent dans son corps, en lien avec nos besoins physiologiques de base. Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on mange bien? Donc, beaucoup de questions. Oui. C'est aussi objectif que la santé des yeux. C'est aussi objectif que la santé de la peau. Je souhaite poursuivre pour que vous compreniez les enjeux. Quatrième. Il s'agit de dire la santé mentale, que faut-il comprendre? Quatrième composante, c'est la composante qu'on observe, le comportement visible. Et donc, Oui. de la même manière qu'un individu, vous et moi, un nouveau-né, lorsqu'il naît, il a une santé physique. De cette même manière, le nouveau-né a une santé mentale. Absolument. L'enfant a une santé mentale. Oui. La femme enceinte a une santé mentale de la même manière qu'elle a une santé physique. Je continue. Je donne un exemple très simple. Après, je voudrais aussi, professeur, écouter les avis Il y a la des santé autres. Hein. des adolescents. Bien sûr. Mentale, physique des adolescents, comme aussi il y a la santé mentale des adolescents. Il y a la santé physique des personnes âgées, comme aussi il y a la santé physique des personnes du 3e âge. Donc, la question de la santé mentale, ce n'est pas une question de dire c'est pour l'autre. Et très souvent, on dit non, c'est l'autre, il faut se préoccuper de la... Non, on a été tous éduqués à la santé physique, à l'éducation à la santé physique. Comment Oui. vous mangez, il faut se laver les mains. Tout à l'heure, vous avez posé quels sont les facteurs qui protègent la santé? On sait se laver les mains parce qu'il faut manger. Oui. Deuxièmement, lorsqu'on se lève le matin, il faut se brosser. On sait se brosser. Oui. On était éduqués à l'hygiène bucco-dentaire. Professeur, où voulez-vous en venir? Parce Alors, que je voudrais justement, comme je l'ai dit, je voudrais écouter aussi les autres. Parce que ce dont vous parlez, permettez-moi juste de vous interrompre. Vous avez attaqué le volet des adolescents, des jeunes. On va en parler tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais écouter les autres. Et puis je laisserai s'il vous plaît l'opportunité aux autres de parler. Parce que c'est une responsabilité nationale. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Aujourd'hui, du programme national de santé, de prendre le temps d'expliquer. Parce que l'un des déficits majeurs, lorsque j'ai été nommé par M. le ministre Pierre Demba, ministre en charge de la santé, jusqu'à un haut niveau, lorsque j'ai été nommé et que je suis allé pour ma prise de fonction, un haut planificateur de nos systèmes de santé, écoutez très bien, a dit, mais professeur quoi, il est le directeur du programme national de santé mentale. C'est le directeur de fou. Est-ce que vous comprenez? Quand on ne comprend pas bien ce que c'est que la santé mentale, on ne peut jamais planifier dans un pays un système de santé. Vous avez parlé de promotion de la santé mentale. Je m'excuse d'être un peu long. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas que vous êtes long. Ce que vous dites est très important. Mais nous sommes dans un débat. C'est vraiment, on fait du plaidoyer. Vous faites du plaidoyer, hein, mais ceux qui nous regardent doivent pouvoir aussi avoir d'autres approches, d'autres avis. Et moi, je reviendrai à vous. C'est très important et effectivement, je rappelle, comme je l'ai dit, nous sommes ici pour faire un plaidoyer, nous sommes ici pour sensibiliser, informer, donner la bonne information. Docteur Amédié, justement, donc à votre niveau, au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qu'est-ce qui est concrètement fait justement concernant les apports pour avoir une influence positive sur la santé mentale? D'accord, merci bien. Alors, moi, je voudrais commencer déjà pour dire que ce qui peut influencer positivement la santé mentale, c'est un bon environnement. Pour un enfant, par exemple, qui grandit entre son père et sa mère, qui a des parents qui sont présents,
déjà, cet enfant, il grandit dans un environnement qui est déjà favorable. Ensuite, il grandit, il va à l'école. Il faut que les parents continuent de veiller sur l'enfant, qu'on n'abandonne pas les enfants. Aujourd'hui, les enfants, on a l'impression qu'ils sont un peu abandonnés, ils se débrouillent, ils prennent des informations sur les réseaux sociaux, les parents ne sont pas là. Donc déjà, ça va créer un problème. Au ministère de la Femme, particulièrement au sein de la direction de la cellule médico-sociale que je dirige, oui. Ce que nous faisons, donc là, on est dans le cadre du travail. Donc nous avons décidé, c'est une nouvelle direction qui a été créée par Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et donc, au sein de cette direction, ce que nous avons décidé de faire avec le DRH, c'est de prendre attache avec un partenaire qui nous a aidé déjà à faire une étude, une analyse des risques professionnels. C'est-à-dire parce que sur le lieu du travail, il y a des agents qui sont en souffrance, mais on n'arrive pas vraiment à identifier leurs difficultés. Donc, en faisant une analyse avec des codes bien précis qui sont reconnus au niveau international, ça nous permet de sortir quelque chose et de pouvoir apporter de l'aide à ces travailleurs. Oui. Et donc, il faut dire que les travailleurs sociaux, ce sont des gens qui ont pour mission d'accompagner, de soutenir les personnes vulnérables, les personnes qui traversent des difficultés. Et donc, pour pouvoir bien faire ce travail, il faut que le travailleur social lui-même se sente bien. Il faut que lui-même il se sente bien. Et c'est là où le professeur Kwa intervient parce qu'il y a des formations qu'il doit dispenser aux travailleurs sociaux pour qu'eux-mêmes ils puissent se sentir bien, pour ne pas qu'ils arrivent au burn-out, oui. Parce que dans ce cas-là, ils ne pourront pas aider les populations qui vont venir vers eux. Alors, voilà. Justement, je vais me tourner vers tous ceux qui nous regardent. Nous avons déjà quelques questions. Alors, Bamba Abdoul Fataou de Côte d'Ivoire, il pose cette question. Comment avoir une bonne santé mentale quand on traverse des difficultés dans la vie, surtout lorsqu'on n'arrive pas à satisfaire ses besoins financiers? Madame Pohan, je vous pose cette question. Je pense que c'est ce que nous avons dit. Quand ils ont commencé, la présentation, on a parlé de tout ce qu'il fallait dire au niveau de la connaissance avec ce qui se passe là, donc spirituel, personnel et autres. Donc, je voudrais que le professeur voit que les questionnaires sont par étapes. Et comme on sait que quand on parle d'une chose, il y a l'enfant, il y a l'adolescent et il y a l'adulte. Et ici, c'est ce qu'on veut dire. Quand on voit ce qui se passe, comment est-ce que le professeur montre qu'il n'y a pas de connaissance? Mais qu'est-ce qu'on fait pour que les gens puissent entrer en relation avec la connaissance sur ce qu'il y a concernant la santé mentale? Alors justement, une question, je vous la pose. Je vous ai posé une question de Bamba Abdoul Fataou, je la reprends, et il nous regarde, c'est pour ça qu'il nous écrit. Comment avoir une bonne santé mentale quand on traverse des difficultés dans la vie, et surtout lorsqu'on n'arrive pas à satisfaire ses besoins financiers? Peut-être que le sociologue peut nous donner une réponse. On peut. Oui, non, c'est-à-dire que c'est celui qui veut. Oui. Notre rapport à la gestion financière est influencée par notre santé mentale. Monsieur Bamba Abdoul Fataou, le professeur vous répond. Il y a des personnes qui ne savent pas gérer leur argent parce que lorsqu'ils ont de l'argent, ils n'ont pas le contrôle émotionnel de la gestion de leur argent. Ou deuxièmement, ils ne perçoivent pas le risque des dépenses exagérées. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps, parce que tous les problèmes humains qu'on va décliner sont en rapport... Nous avons 90 minutes, hein. C'est ça en fait. Alors, madame, en fait, la situation de nos pays africains, vous savez que la crise sanitaire de Covid a fait moins de morts que les problèmes de santé mentale en Afrique. Absolument. Et pendant longtemps, on pensait que la santé mentale, c'était un luxe, c'était une affaire de blancs. C'est une affaire d'être humain et c'est une affaire de vie ou de mort. On a 75% de la population qui est jeune. Premier indicateur démographique. Et aujourd'hui, si on n'aborde pas clairement, on n'informe pas clairement les populations, tout le monde va vouloir expliquer les problèmes de santé mentale et on risque de bavarder sans trouver une réponse structurelle. Je m'excuse de le dire. Professeur, je reviens sur la question qui a été posée par l'internaute.
En fonction de notre santé mentale, on peut bien gérer ou mal gérer son argent. Ça, c'est le premier point. Quelle est la situation qu'il présente? C'est très important pour répondre à cette question de mieux comprendre la situation de ce monsieur. Sinon, on risque de donner des réponses trop carrées et qui ne risquent pas de correspondre à sa préoccupation. Je pense qu'il nous a écoutés. Je voudrais juste quand même rappeler que nous sommes vraiment, c'est la première émission sur la santé mentale que nous allons faire. Et je pense que la santé mentale, ce n'est pas un sujet qui se termine ce soir. Nous allons en reparler et c'est un sujet, nous sommes tous conscients, rassurez-vous, professeur, du sérieux que vous mettez dans vos travaux et surtout de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire pour que les concitoyens, les compatriotes travaillent d'abord dans de bonnes conditions et qu'ils soient suivis lorsqu'ils sont malheureusement sujets à la santé mentale. Nous allons poursuivre cette émission et il y a une question sur les conséquences du manque de sommeil chez les jeunes. Rufus nous pose cette question. C'est vrai que nous allons parler des jeunes tout à l'heure, mais comme cette question a été posée, alors Rufus, quelles sont les conséquences du manque de sommeil chez les jeunes? Madame Pouin? C'est un élément qui joue en faveur de la bonne santé mentale. Bien dormir, manger sainement, ce sont des éléments importants parce que ça ne déséquilibre pas la personne. Donc, quand on parle de ce qu'il faut pour une bonne santé mentale, je pense que les activités sportives, faire bien manger, dormir, et puis surtout être positif. Parce que quand quelqu'un dit « je n'arrive pas à gérer l'argent », alors qu'on a montré que ce n'est pas une bonne santé mentale. Parce qu'on dit on est capable de s'adapter, on est capable de résoudre ces problèmes sans les prendre comme des éléments perturbateurs dans la durée. Et là, quand vous dites que comment je vais gérer mon argent, comment je vais faire ceci, mais je pense que les jeunes, ça sera le problème. Est-ce qu'ils ont un sommeil approprié par rapport à la santé mentale? Parce que quand on nous dit, moi je dis, quand Shakespeare dit, mon corps est un jardin, ma volonté son jardinier. Donc si ce corps-là n'arrive pas à se reposer, est-ce que le jardinier, qui est ma volonté, peut agir convenablement sur la partie physique ou relationnelle? Et quand on voit surtout que maintenant, avec les téléphonies, on fait des choses de 23h à 6h du matin, oui, des gratuités, les jeunes n'arrivent pas à dormir, puisque c'est le moment où c'est gratuit, on téléphone, donc on perturbe. Donc la société. Voilà, on perturbe un mécanisme qui va défavoriser la bonne santé mentale. Voilà. Docteur Amitié, comment vous expliquez, et s'il y a une explication, c'est selon que la santé mentale soit presque un sujet tabou? Et là, je ne parle pas de dérèglement, quoi que ce soit, je dis juste parler de la santé mentale. Pourquoi c'est un sujet tabou? Après, je voudrais entendre le sociologue, oui, puisqu'il parlait de tradition. C'est ça. Alors, merci bien. Je reviens encore à un peu ce que le professeur Kouya disait. C'est parce que dans l'entendement de la plupart des gens, santé mentale égale maladie mentale. Il y a une folie même. Santé mentale égale maladie mentale. Et on dit souvent, parfois on reçoit quand je faisais des consultations, on reçoit des personnes qui ont des problèmes au travail, mais on se dit, ça c'est le problème de blanc. Et puis on a tendance à négliger. Alors qu'aujourd'hui, on vit comme les blancs. Est-ce que c'est un complexe ou une honte de dire qu'on ne se sent pas bien? Oh, mais parfois, il faut mettre la personne peut-être dans... Il faut, enfin, comment dire, permettre à la personne de s'exprimer. Par exemple, vous êtes en consultation, vous verrez que dans les consultations, vous prenez 2 médecins qui ont fait le même cursus scolaire. Devant le bureau d'un médecin, il y a plein de malades. Devant l'autre, il n'y a pas assez de malades. Mais il faut savoir accueillir le malade déjà. Il faut l'écouter, oui, il faut pouvoir le palper. Et tout ça, ça met le malade en condition. Du coup, il pourra s'exprimer. Mais si dès que le malade arrive, oui, où tu as mal, où j'écris, et puis je lui donne l'ordonnance, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir exprimer. Donc, il y a la manière de prendre la personne. Et puis, ça ne sera pas, si c'est vraiment un problème profond, ça ne sera pas à la première consultation qu'il pourra s'exprimer. C'est là où, par exemple, vont intervenir les travailleurs sociaux, qui peuvent être le début de la chaîne. Parce qu'eux, dans leur cursus, ils apprennent à écouter, ils apprennent à accompagner. Vous voyez? Oui. Et donc, c'est un peu ça qui fait que les gens n'osent pas. Quand les gens vont finir par savoir que santé mentale n'est pas maladie mentale, oui, alors ils vont pouvoir exprimer les souffrances qu'ils ont
et on va pouvoir les accompagner de telle sorte qu'on ne va pas arriver à la maladie mentale. Justin Coulibaly, alors, le sociologue, votre regard justement, pourquoi dans la société parler de santé mentale est un tabou, c'est une affaire de l'Occident et que ça ne concerne pas les Africains parce que les Africains seraient solides et trop forts? Ben, vous l'avez dit, dans l'imaginaire collectif, comme on l'a dit, la santé mentale est perçue comme une affaire de blanc, comme une invention de l'Occident. En termes de perception, quand on parle de santé mentale, on pense directement à la folie. Quand on parle de santé mentale, on pense aux troubles mentaux. On pense également aux troubles comportementaux. Je vous ai dit que l'individu vit dans un environnement familial, il vit dans un environnement professionnel, il vit dans un environnement communautaire. Et donc, parler de santé mentale dans la perception, c'est parler de stress, c'est parler d'anxiété, c'est parler de dépression, c'est parler aussi de cas même de suicide. Mais attention, dans la perception sociale, lorsqu'on a un individu dépressif, oui. je veux dire un sujet dépressif, souvent il est perçu comme quelqu'un de dangereux. Il est perçu comme quelqu'un de dangereux. Malheureusement, on est dans des réalités de déni. On est dans des réalités de déni parce qu'en Afrique, c'est le primat du groupe sur l'individu. Et donc, c'est des liens solides, ce sont des liens forts parce qu'on socialise pour préserver la cohésion sociale. Et donc, la stigmatisation, la honte peut justement faire qu'une famille peut rejeter un sujet malade, donc dépressif. Alors donc, justement, effectivement, on n'a pas trop d'informations parce qu'en réalité, on a des mécanismes de régulation en Afrique pour justement protéger l'individu. Voilà. Alors, professeur, Justin Coulibaly justement parlait de cette stigmatisation, il parlait le déni. Mais justement, comment on peut réussir à casser cela? Alors, quelle est votre approche? La stigmatisation, elle est à la fois sociale, mais elle aussi à la fois structurelle. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous analysez beaucoup de nos systèmes de santé en Afrique, et même en Europe, oui. Quand on dit centre de santé au village ou bien dans une ville secondaire ou à Abidjan, quand on dit centre de santé, le réflexe, même des professionnels de santé, ils adressent que les problèmes de santé physique. Pour eux, un centre de santé doit régler des problèmes de santé physique. Et pourquoi? Parce que, justement, dans la culture, je revenais sur la question de la définition de la santé et la question de la compréhension que la santé mentale ou un problème de santé mentale est un problème de santé. Or, dans beaucoup de nos systèmes de santé, les problèmes de santé mentale ne sont même pas encore bien perçus par les professionnels de santé comme des problèmes de santé. Est-ce qu'il y a un problème de formation? Alors, il y a deux choses. Il y a la question de, pendant longtemps, oui. le modèle de formation médicale en Afrique était copié sur le modèle occidental. Et quand vous regardez très bien la structuration des hôpitaux psychiatriques, ces hôpitaux psychiatriques étaient gérés par le ministère de l'Intérieur. Parce qu'il a une responsabilité. Parce que pendant longtemps, on disait que le malade, il était un objet à trouble à l'ordre public. Parce que s'il erre dans la ville, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà. Et c'est ce qui fait que justement, pendant longtemps, tous nos systèmes de santé n'ont pas intégré dans leurs prestations de santé les problèmes de santé mentale. C'est ce qui fait que quoi? Quand on est dans un village, que quelqu'un a un problème de santé mentale, première condition, il faut que la communauté sache que c'est un problème de santé. Mais comment, justement, quels sont les signes, justement, précurseurs de problèmes de santé mentale? Alors, je reviens là-dessus. Après, je vais écouter, docteur, avec votre expérience. Allez-y, professeur. Alors, il faut bien savoir qu'il n'y a pas qu'une seule maladie mentale. Elles sont de combien? Ah, il y en a beaucoup. Nous sommes là pour sensibiliser, justement. Dans la classification des maladies humaines, il y a des maladies physiques, et dans la maladie physique, il y a plein de maladies physiques. Dans les maladies mentales, il y a plusieurs maladies mentales. Il y a des maladies... Celles qu'on rencontre le plus souvent, en parlant de la Côte d'Ivoire, par exemple? Alors, il y a des maladies... Très souvent, j'ai peur d'utiliser des expressions comme dépression. Pourquoi? Pourquoi vous avez peur? Alors, parce que très souvent, quand on dit dépression, tout le monde dit dépression. C'est un peu comme si on disait « je souffre de palu ». Les gens s'auto-diagnostiquent.
Est-ce que ce n'est pas de l'ignorance Disons que les gens acceptent plus facilement qu'on dise que quelqu'un souffre d'une dépression, alors que souvent, ce n'est pas la dépression. C'est pas la dépression, c'est une schizophrénie, c'est autre chose. Donc, on met tout dans la dépression. C'est plus acceptable. Oui, mais ce que je veux dire, professeur, en fait, la santé mentale, je l'ai dit, c'est une donnée sociale. C'est une donnée sociale et donc les individus, les communautés ont leur rapport à la santé mentale. Vous, en tant que professionnel, vous avez peur d'utiliser le mot dépression, mais dans la communauté, quand on voit un individu qui est en train de parler seul, par exemple, qui est dans la rue et va même manger dans les poubelles, tout de suite, on commence à le marginaliser. Et donc, nous, on ne peut pas savoir s'il souffre de dépression, de névrose, etc., parce que ce ne sont pas des professionnels. C'est un problème de santé mentale. C'est un problème. Les diagnostics sont posés par les médecins. Tant qu'on ne va pas sur ces éléments basiques, et donc, comment faire pour résoudre ces gaps? Oui, et on va passer au second élément. Les gaps, il faut, et c'est ce que l'OMS dit, et c'est la raison pour laquelle les programmes nationaux de santé mentale existent en Afrique et dans le monde. Comment on intègre les services de santé mentale dans les services de base au niveau communautaire et au niveau des centres sociaux? C'est parce que 80% des problèmes de santé mentale apparaissent dans la communauté et peuvent se régler dans la communauté sans aller dans les hôpitaux psychiatriques. On parlera justement tout à l'heure de vos différents rapports avec la communauté et nous allons pour l'instant retrouver les jeunes. Vous avez parlé tout à l'heure de 75% de jeunes en Côte d'Ivoire et les questions de santé mentale touchent de nombreux jeunes. Je pense que vous avez des statistiques que vous partagerez tout à l'heure. Pour l'heure, nous suivons ce reportage de Davis Oyo, montage Pacom Afrié, et nous nous retrouvons. Ils sont pleins de vie et débordants d'énergie. Tout laisse à croire qu'ils sont heureux et épanouis, et pourtant, derrière ces visages angéliques se cache parfois une autre réalité, les problèmes de santé mentale. Ce mal gagne du terrain chez les jeunes avec son lot de conséquences. Dépression, perte de confiance en soi, comportement impulsif et téméraire, et même des tendances suicidaires. On se souvient encore du suicide de la brillante élève de 13 ans dans la commune de Cocody, du décès de Vicky Martini, artiste-chanteuse, assassinée par cet adolescent de 18 ans, et le 30 avril dernier du suicide de Fadiga Falikou, élève en classe de 5e au lycée moderne de Guiglo. Autant de drames qui suscitent des interrogations. Et pour mieux comprendre cette situation, nous allons à la rencontre de deux jeunes qui ont été frappés par ces problèmes de santé mentale. Abou est son nom d'emprunt. Ce jeune footballeur a été victime d'une blessure grave et l'abandon de ses proches a failli lui coûter la vie. Il a été fracturé au dos, dans la colonne vertébrale, précisément vertèbre lombaire. Du coup, avec le club que j'étais, j'ai demandé de l'aide. Bon, le directeur sportif du club, à ce moment, il m'a fait comprendre que le club n'a pas assez de moyens pour venir aux besoins. Donc du coup, j'étais livré à moi seul. Sincèrement, déjà, j'avais plus d'amis. C'était chaos total complètement. J'ai tapé pratiquement 3 mois, je ne dormais pas la nuit. La journée même, dans pas, je ne dormais pas la nuit. J'ai passé tout mon temps à réfléchir. Dans ces nuits blanches, là, ça m'est arrivé un jour de prendre des comprimés. J'ai rempli ma main avec ça. Puis j'ai pris un vin, puis je voulais me ménager pour... J'avais plus l'envie même, j'avais plus l'envie de vivre. Cette jeune dame, nous l'appellerons Kenneth, a connu également des troubles mentaux en fin de cycle universitaire. J'étais étudiante. À un moment, j'ai commencé à côtoyer un environnement assez toxique. Et naturellement, je suis une personne assez introvertie qui n'exprime pas ses émotions. J'écoutais la musique à fond chaque nuit. Je ne dormais plus, mais je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Et lorsque je me rendais au cours, là-bas, j'ai commencé à avoir des attitudes, on va dire, un peu bizarres. Parce que naturellement, je ne suis pas très bavarde. Et j'ai commencé à être un peu partout. Et c'est à partir de cet instant, en fait, que mon entourage a été un peu alerté parce que mon attitude avait changé. Pendant que son entourage pensait qu'elle sortait la tête de l'eau, Kenneth va rechuter. Cette rechute la rendra agressive. Elle frôlera même la mort. Pendant cette période de dépression, ce qu'il faut dire, c'est que tu n'es pas conscient des actions que tu poses. Donc, à un moment,
Je me suis dirigé vers le placard et j'ai pris une bouteille de Javel, mais heureusement que j'ai été un peu lucide à ce moment. Puis il y a une autre phase où j'ai essayé de prendre une corde, mais bon, un peu comme dans les films. Je sais pas, mais j'avais l'impression qu'elle était dans mon monde en fait. Donc je voulais essayer, j'ai essayé d'accrocher ça sur une pointe en haut. C'était la deuxième fois où j'essayais quand même d'essayer d'attenter à ma vie. Mais là, j'ai pris la corde, j'ai vu que ça serait vraiment mon coup. Et donc ça m'a ramené un peu à la raison. Abou et Kenneth ont réussi à s'en sortir grâce à la force mentale pour l'un et l'assistance des professionnels de la santé mentale pour l'autre. Aujourd'hui, Abou continue de vivre de sa passion et Kenneth est salarié dans une entreprise de la place. Si ces jeunes ont eu la chance d'être à nouveau insérés dans le tissu social, plusieurs jeunes de leur âge, et parfois moins, sont encore dans le déni. Selon une étude financée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire enregistre 418 cas de suicide et 927 cas de tentatives de suicide sur la période de 2019 à 2021. Le taux chez les adolescents interpelle, 19,17% pour les cas de suicide et 30,54% pour les tentatives de suicide. Des chiffres qui donnent froid dans le dos. En Côte d'Ivoire, sur la base des statistiques sanitaires, environ 60 000 personnes atteintes de maladies mentales sont suivies dans des structures psychiatriques conventionnelles. Merci Davis Oyo et Pacom Afrié pour ce montage et ce reportage, c'est informel. Professeur, docteur, madame, monsieur, quand on suit cet élément, je vais faire un tour avant qu'on ne revienne sur certains termes, dépression, tendance, violence, agressivité, suicide. Professeur, qu'est-ce que vous ressentez? Même si c'est vrai que vous le voyez tous les jours, mais qu'est-ce que vous ressentez? En tant qu'être humain, c'est de la compassion et c'est un appel à la solidarité humaine et c'est un appel au soutien des familles endeuillées. Parce que tout suicide, quel que soit le motif, est un drame humain. Ça fragilise et ça nous donne un indicateur de la faiblesse de notre tissu social et de la réponse. Madame Pouan. Très psychologique. Quand on regarde le premier cas, vous voyez comment le rejet peut amener une personne à se replier sur elle-même et ne pas avoir d'alternative, comme si on disait un désespoir sans espoir. Et le deuxième cas, la personne vous dit « je fréquentais des personnes toxiques ». Donc l'environnement, on l'a dit, le bien-être social, comment j'interagis avec l'environnement et comment les gens, quand on parle de stigmatisation, c'est tout cela. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans une période incompréhensible, automatiquement, on ne demande pas de l'aide. Quand on se lève le matin, quand quelqu'un dit « j'ai le palu », on l'envoie à l'hôpital pour le soigner. Mais quand on voit une personne qui est dans une attitude qu'on ne comprend pas, automatiquement, c'est le rejet, c'est l'abandon. Et quand c'est comme ça, il faut avoir une bonne santé mentale, parce que pour pouvoir surmonter ce que nous allons voir. Et puis, la deuxième, elle l'a dit, mais on voit qu'à la fin, quand ils sont suivis, aidés, on arrive à tirer des bonnes choses et la personne revient à l'état initial. Donc, équilibre, déséquilibre, rééquilibrage. Revenir à son état initial, Gisèle Koulibaly, votre sentiment après cet élément? La situation est triste. Hein. Le tableau qu'on vient de nous présenter est un tableau triste. Quand je regarde la base pyramidale de la Côte d'Ivoire, cette base est large, simplement parce qu'on a plus de 75% de jeunes. C'est une force démographique. C'est une frange de la population, malheureusement, qui est beaucoup exposée aux questions de santé mentale. Mais on peut le comprendre parce que d'un point de vue épidémiologique, vu que la base pyramidale est large, on a beaucoup de jeunes, ils peuvent être effectivement les plus touchés. Mais cela montre bien que la question de la santé mentale, c'est vrai, est une donnée individuelle, je l'ai dit, mais c'est surtout une donnée sociale. Parce que ces jeunes qui souffrent, ils appartiennent à des cellules familiales. Dans quelle situation ces cellules familiales se présentent? Est-ce que ce sont des familles qui vivent dans la
pauvreté, dans la précarité? Est-ce que c'est des familles aisées? Il faut qu'on regarde la trajectoire pour voir quels sont les profils de ces familles, d'où on tire peut-être ces jeunes. Et on parlait de cas de rupture. Vous voyez, il jouait au football, il a eu une situation et malheureusement, il n'y a pas eu peut-être beaucoup d'amour autour de lui. La prise en charge ne s'est pas vite faite. En ce moment-là, il tombe dans un état profond de tristesse. Et cet état profond de tristesse va toucher également, je pense, son humeur. Donc son humeur peut être changeante et il peut être exposé aussi au cas de suicide. Au cas de suicide. Donc c'est vraiment la perte du goût de la vie également quand on aborde ces questions-là. Docteur Amitié, la perte du goût de la vie, agressivité, vous êtes, je le rappelle, au ministère de la femme, la famille et de l'enfant. Et vous êtes directrice de la cellule médico-sociale. Cellule médico-sociale, justement. Quand on reçoit de tels cas, comment justement vous faites? Parce que là, on parle de jeunes qui sont, et après je poserai la question au professeur, sur les statistiques, le nombre de suicides, parce qu'on a parlé de 418, vous nous direz ce qu'il en est et justement comment on aborde cela et comment cela est pris à bras le corps. Alors, docteur Amitié, justement, comment vous gérez cela au niveau de votre ministère? D'accord. Dans notre ministère, alors, déjà, au niveau de la direction de la cellule médico-sociale, c'est une nouvelle structure. Donc, nous allons nous appuyer sur les centres sociaux, comme j'ai dit. Oui. Parce que ce sont les structures opérationnelles du ministère de la Femme. Et les familles vont plus facilement dans les centres sociaux parce que là-bas, les prestations sont gratuites. Et donc, ils vont plus facilement poser leurs préoccupations. Et donc, il y a des situations que les travailleurs sociaux peuvent gérer. Mais quand il y a des résultats? Oui, c'est assez bon, puisque on a dit que déjà, même au niveau de la famille, il y a des problèmes qu'on peut régler. Oui. Vous allez voir que quelqu'un qui a un problème psychiatrique ou bien psychologique aura des meilleurs résultats quand la famille va le soutenir, quand la famille ne va pas faire de déni. Donc, au niveau du travailleur social, il y a des situations qu'ils peuvent gérer. Mais ils savent qu'à un certain stade, ils ne peuvent pas, ils vont le référer soit à un psychologue, soit en tout cas à un centre de santé pour pouvoir faire continuer la prise en charge. Mais particulièrement... En fait, excusez-moi, la prise en charge, vous parlez de prise en charge, elle est gratuite à ce niveau? Oui, au niveau des centres sociaux, elle est gratuite. D'accord. Elle est gratuite. Pour tous ceux qui nous regardent, elle est gratuite. Elle est gratuite. Et justement, on n'en parle pas beaucoup. Oui. Donc, les gens ne savent pas qu'au centre social, on peut faire le soutien psychosocial. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est vrai que là, on parle de santé mentale. Oui. Il y a beaucoup d'autres services qu'on peut offrir au niveau du centre social qui sont gratuits. Totalement gratuits. Qui sont totalement gratuits. Voilà. Et donc, le travail social, il a la capacité, comme je dis, d'écouter. Surtout les jeunes, hein? Les jeunes. Mais même les jeunes, c'est vrai que les jeunes, on ne sait pas encore, c'est encore nouveau, c'est une population assez nouvelle qui a des caractéristiques assez particulières. Mais s'ils vont au centre social, on peut les écouter et les référer vers les personnes qu'il faut. Les experts en matière. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a mis en place, l'éducation parentale. Oui. Parce qu'il y a souvent des ruptures entre les parents et les enfants. Et quand on arrive à réunir les familles, à leur donner, on leur réapprend à communiquer avec leurs enfants et on arrive à avoir des résultats extraordinaires. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres aujourd'hui, mais il y a des familles dans lesquelles les enfants ne voulaient rien faire, ils ne veulent même pas aller à l'école, même quand ils reviennent à l'école, ils ne veulent rien faire, ils ne veulent pas balayer la maison, ils ne veulent rien faire, ils sont insolents. Mais on a réussi à restaurer la relation entre les enfants et c'est devenu extraordinaire. Les enfants ont recommencé à aller à l'école, à faire les travaux à la maison. Donc, il y a des techniques, il y a des choses que nous arrivons à faire au niveau du ministère de la Femme pour aider les familles et les enfants. Alors, professeur, justement, on parle des jeunes. Oui. Avant que le professeur parle, Justin a dit quelque chose, je voudrais revenir. Dites-moi. Allez-y, Madame Poin. Quand il a dit ces enfants-là viennent de quel milieu, je veux montrer que quand on veut parler de soutien et de communication dans une famille, il ne faut pas regarder si la famille est aisée ou non. Est-ce que ça joue justement? Est-ce que le milieu social joue au niveau de la santé mentale?
moi, je n'ai pas envie, quand il a pris cet exemple-là, Oui. il y en a qui vont vous dire que ça joue, mais quand on parle de la relation qu'on a, surtout avec les adolescents, Oui. c'est une frange de la population qu'il faut connaître. Âge de conduite à risque. Exact. Donc, c'est une période même de conduite à risque, âge de vulnérabilité, d'opposition, De rébellion. provocation, de rébellion, tout cela. Donc, il faut connaître les caractéristiques. Mais en face, comme Madame l'a dit, nous faisons l'école des parents parfois, où quand l'enfant en face d'une personne qui sait l'écouter, qui sait le comprendre, vous voyez qu'il y a la confiance. Parce que ce qu'on recherche ici, c'est que l'enfant soit dans un environnement où il fait confiance aux gens, au point qu'à un moment donné, il ne va pas chercher le suicide comme solution s'il y a des oreilles attentives. Donc, c'était pour dire, faisons attention pour ne pas qu'on pense qu'il faut être d'un milieu aisé pour qu'on puisse écouter un enfant qui est en détresse psychologique. La détresse psychologique, elle n'a pas de situation sociale. Voilà, parce qu'on l'a dit, la famille étant le premier milieu éducatif, si déjà dans cette famille-là, on trouve une oreille pour nous écouter, pour comprendre cela, et c'est pour ça que quand on a dit bien-être social. Dans l'environnement, comment est-ce que je me sens? Donc, c'était ce que je voulais qu'on dise et montrer que cette frange de la population est une population à risque. Professeur, alors, les jeunes, aujourd'hui, c'est vrai on présente la Côte d'Ivoire comme étant le 3e pays avec le taux le plus élevé en ce qui concerne les suicides chez les jeunes. Quel est le chiffre réel aujourd'hui? Et comment, justement, ces jeunes, on a vu tout à l'heure dans l'élément de Davis Soyo, comment les jeunes sont, justement, ils se retrouvent dans cette situation de fragilité mentale? Parce que, est-ce qu'on peut les dire, on peut parler de fragilité mentale? Oui. Alors, justement, professeur, comment ils se trouvent devant cette fragilité mentale? Et vous, au niveau justement du programme, qu'est-ce que vous faites pour cette frange de la population qui est l'élite de demain? Alors, premier élément, le rôle d'une direction de coordination, c'est de faire l'état des lieux de situation spécifiques. Et les données qui ont été communiquées tout à l'heure par le journaliste sont l'effet justement de cette étude parce que le ministère de la Santé, pour adresser les questions de santé, donc de santé publique, il faut avoir des chiffres. Oui. Les chiffres qu'on a, c'est ce qu'on appelle des chiffres rétrospectifs. Ça veut dire sur 3 années, on a essayé de voir quelle est la situation réelle. Parce que pendant longtemps, on dit que la Côte d'Ivoire fait partie des 3 pays. Quand nos chiffres qu'on a nous montrent que ce n'est pas vrai. Ça, c'est le premier élément. Très bien. Le deuxième élément, l'information qu'on donne, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui a pris le risque d'analyser son système de santé, son système social. Pourquoi vous dites que c'est un risque? Parce que Professeur, communiquer sur les chiffres, oui, très souvent, donne l'impression que la situation est grave. Beaucoup de pays africains, le suicide est criminalisé. Et donc, il y a beaucoup de cas de suicide qui ne sont jamais notifiés dans les services de forces de sécurité de la zone Amérique. La Côte d'Ivoire a fait le choix responsable parce que la question du suicide est une question de santé publique. oui. Vous dites comment on aborde la question, où se trouvent dans l'espace géographique les zones suicidogènes, c'est-à-dire les zones à risque. Est-ce que c'est parce qu'on est pauvre, qu'on est plus susceptible d'aller au suicide ou pas? Vous avez la réponse à cette question? La réponse, c'est laquelle? Je vais vous répondre autrement. Oui. Les problèmes, et on nous regarde. Il faut bien comprendre, justement. Les problèmes de santé, il y a des problèmes de santé où on connaît la cause. Par exemple, le paludisme, on sait que le paludisme est lié à tel agent pathogène. Mais il y a des problèmes de santé physique où on ne connaît pas la cause. Oui. Si quelqu'un souffre d'un diabète, aucun spécialiste ne va vous dire que ce diabète est lié à quelque chose. On dira des facteurs de risque. Donc, ça veut dire qu'en médecine, il y a des maladies humaines. Et donc, les problèmes de santé mentale rentrent dans le grand groupe des maladies qu'on peut donner des hypothèses. Pour dire c'est peut-être ça, l'accumulation de ça et de ça. Et donc, on ne peut pas dire, je reviens sur un point très important. Allez-y. Pour dire que forcément, le problème de suicide est lié à la famille. C'est un raccourci dangereux. C'est un raccourci dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à l'individu. Vous avez parlé de la fragilité. L'enfant qui vient... Je vous pose la question, vous êtes l'expert. Est-ce qu'on peut parler de fragilité mentale? Oui, parce que nous tous, on a une fragilité biologique. Oui.
Donc, quand on va naître avec une fragilité biologique et en fonction de l'environnement, en fonction de notre mode de vie, on peut faire la maladie, avoir ce problème de santé ou ne pas l'avoir. Alors, quels sont les signes, justement, avant-coureur, comment on est en face d'un jeune, puisqu'on va parler des jeunes, et tout à l'heure, nous allons rapidement aborder justement des propositions. Comment, en face d'un jeune, on détecte chez lui justement des signes précurseurs de santé? Je peux dire des signes, des indices oui. de détresse psychologique. Oui, de détresse psychologique. Quel que soit le type de problème de santé mentale, je reviens encore sur ces 4 composantes. Parce que si on ne comprend pas, on ne pourra jamais... Alors, quelqu'un qui ne dort pas bien, c'est une composante physiologique. D'accord. Quelqu'un qui pleure tout le temps depuis plus de 2 semaines. Oui. Il est en dépression, en détresse? Non, pour le moment. Non, en fait, on pose des questions. Des signes d'alerte. Exemple, je vous donne un autre exemple. Quand quelqu'un a mal à la tête, on ne dit pas qu'il fait le paludisme. On dit qu'il a un problème de santé physique. C'est un signe d'alerte. Donc, c'est pareil pour les problèmes de santé mentale. Donc, quand quelqu'un pleure depuis un certain moment et qu'il a perdu cette capacité de contrôler la peur, ou bien de contrôler la tristesse, ou bien de contrôler la peur, ou bien autre chose, c'est un indicateur de mauvaise santé mentale. Lorsque un jeune dit « moi-même, je préfère dormir pour ne plus me réveiller », et que la mort est mieux, il est en train de nous dire qu'il a un problème de santé mentale et qu'il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas banaliser. Alors moi, je vais vraiment faire rapidement le tour de tous les 4 avec une réponse très brève pour tous ceux qui nous regardent. C'est vrai que c'est un sujet très important et qui touche tout le monde. Il y a un jeune, puisqu'on parle de jeunes, c'est Toé Ba Michel, qui est en Côte d'Ivoire. Il dit, en tant que jeune, comment doit-on réagir après un échec scolaire? Madame Pont, rapidement. On doit comprendre que les 2 mamelles de la vie, il y a réussite et échec. Donc, il faut qu'on se prépare à cela. Il ne faut pas qu'on soit dans une situation où on se dit un échec d'un examen, c'est l'échec d'une vie. Non. Ce n'est pas l'échec d'une vie. Ce n'est pas l'échec d'une vie, c'est l'échec d'un examen. Mais cela doit m'interroger sur les éléments à faire pour réussir prochainement. Il y a un téléspectateur qui a demandé à garder l'anonymat. Il dit « Les parents africains, c'est lui qui le dit, ne comprennent pas et banalisent lorsque les enfants parlent de leur santé mentale. Que fait l'État pour les sensibiliser ?» Nous avons sur ce plateau deux grands ministères. Et justement, c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec le ministère de la Santé. En synergie. En synergie pour renforcer les compétences des travailleurs sociaux en matière de santé mentale et soutien psychosocial pour faciliter la guidance familiale. Dernière question. Bonsoir, oui, merci. Bonsoir, Bibléquin Ismaël Thibault de Côte d'Ivoire. Alors, il demande bonsoir également à vous, merci de nous suivre. Juste savoir si la santé mentale est innée, parce que selon mes renseignements, j'aurais appris qu'il y a des enfants qui naissent fous ou folles. Est-il vrai? Je fais le tour tous les 4. Professeur, est-ce que c'est vrai ou pas? Et nous allons passer aux questions. Dans sa réponse, il y a déjà une erreur qu'il a faite. Est-ce que la santé mentale est innée? En fait, il veut dire, est-ce qu'on est dès la naissance avec un problème de santé mentale? Alors, il faut savoir que... Je vais faire le tour de tous les 4, professeur. Oui. Professeur, je comprends, hein, et ce ne sera pas notre dernière rencontre, mais je vais faire le tour de tous les 4 pour que nous passions à la prochaine... Il y a des problèmes de santé prochain axe, qui peuvent naître à la naissance. Oui. Donc, il y a des problèmes de santé mentale qui peuvent naître à la naissance. Michaela Ismaël Thibault, je pense que vous avez eu votre réponse. Et la dernière, les sautes d'humeur, la dépression, se sentir mal aimé, sont-ils des problèmes de santé mentale, docteur Amétier? Je n'ai pas compris. Les sauts d'humeur, la dépression, se sentir mal aimé, certains parlent aussi de goumin, sont-ils des problèmes de santé mentale, donc d'émotion et de déception amoureuse? Sont-ils des problèmes de santé mentale? C'est-à-dire que si ces problèmes-là ne sont pas gérés, ils vont se transformer. Parce que la dépression, c'est une maladie à part entière. Donc, on ne va pas le mettre dans les problèmes de... Oui. Voilà. Mais si le goumen n'est pas bien géré, on a retrouvé des femmes à l'hôpital psychiatrique. Parce que, le monsieur a eu une aventure, son épouse a découvert, et s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Mais le monsieur, il était étonné, il s'est dit, mais il ne savait pas qu'en trompant sa femme, elle pouvait arriver à l'hôpital psychiatrique. Mais Koulibaly, il a compris après, parce que ça tient un petit fil, hein. On passe comme ça, on peut passer d'un côté ou de l'autre. Donc, on a dit, la santé mentale, c'est quand on arrive à gérer les difficultés. Donc, si on n'arrive pas à gérer, qu'on n'a pas pu trouver de l'aide, c'est sûr qu'on va faire
une réaction. Moi, ce que je voudrais dire, à la vérité, nos communautés, nos populations ignorent ce que c'est que la santé mentale. Tout simplement. Et quand vous regardez cette santé mentale qui est entourée par je veux dire le tabou, des mystères, et c'est ancré dans nos croyances culturelles, dans notre perception culturelle. Je vous donne un exemple pour chuter. Oui. Il y a moins d'un mois, il y a une petite fille de 5e, elle était en classe de 5e, c'était dans la commune de Cocody. Ce qui se passe, c'est qu'elle rentre à la maison, elle montre ses résultats scolaires à sa maman qui était là. Sa maman regarde et puis elle dit, mais tiens, tes résultats ont baissé. Et quand ton père viendra, tu verras. L'enfant rentre dans la chambre, c'est une petite fille, elle rentre dans la chambre et elle se suicide. Oui. Elle se suicide. C'est pour dire aujourd'hui qu'on a affaire aussi à une jeunesse fragile, à une jeunesse qui est vraiment en crise, en difficulté, et peut-être n'a pas une personnalité capable peut-être d'accepter certaines réalités, parce qu'en fait, à l'école, on peut échouer comme réussir. Ce n'est pas parce qu'on a dit que tu as de mauvais résultats que tu vas aller te suicider. C'est un problème, c'est une question, je pense, sur laquelle nous allons revenir pour l'instant. Nous partons pour l'axe 3, comment préserver sa santé mentale. Seydou Ouattara nous propose ce micro-trottoir. Alcool, genre, ce que les enfants boivent, c'est tout ça là, tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, on a beaucoup qui ont des problèmes. Quand on a des soucis, il faut qu'on approche des gens. Hein? Les gens, même si ce n'est pas forcément les spécialistes, pour nous confier à eux, là au moins, ils peuvent nous aider. Il y a d'autres, c'est eux-mêmes qui provoquent. Par exemple, en prenant de n'importe quoi, comme des substances, souvent, ça peut provoquer ce genre de maladie à un être humain. Dès les premiers symptômes, quand tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la première des choses à faire, c'est d'aller à l'hôpital, hein, aller voir un spécialiste. Donc pour gérer sa santé mentale, il faut d'abord, pour moi, voir les spécialistes qui sont aptes à pouvoir vous dire de quoi vous souffrez, avant de pouvoir vous conseiller ce qu'il faut faire pour gérer mieux sa santé mentale. Pour éviter de tomber dans la dépression, quand on a un souci, il va falloir qu'on en parle à quelqu'un. Parce que le plus souvent, rester seul revient à cogiter et puis à avoir des pensées négatives. Ça peut entraîner des maladies mentales telles que la folie et consorts. Quand on a un souci, on évite de s'isoler d'abord. Tu trouves des amis avec qui tu pourras échanger. Au pire des cas, voir un spécialiste de la santé mentale pour nous aider, soit le psychologue et autres. Merci Seydou Ouattara et Apakom Afrié, professeur, docteur à métier, Gisèle Koulibaly, Madame Point, voir un spécialiste, c'est une des propositions. Alors justement, vous, comment on préserve, là nous sommes dans la préservation de la santé mentale, comment on préserve la santé mentale? Quelle est la recette, entre guillemets, parce que je sais que c'est beaucoup plus profond que ça, quelle pourrait être la réponse? Alors, je remercie les auditeurs. Ça montre l'éducation progressivement. On commence à voir des bons éléments d'éducation. Je vous vois sourire. Alors, premier élément, c'est la qualité du sommeil. Bien dormir. Parce que le sommeil permet de stabiliser la fonction du cerveau, de bien mémoriser, de mieux gérer ses émotions. Bien dormir, ça veut dire... Alors, il faut qu'on apprenne aussi aux gens à bien dormir. Alors, il y a une façon de bien dormir. Oui, parce que tu dors à côté de ton téléphone qui sonne chaque 30 minutes, tu ne dormiras pas bien. Prendre le café la nuit et puis vouloir dormir. Donc, vous voyez qu'on revient à question, comment on apprend aux gens. On sait, comme je le disais au début, on a appris aux gens à bien se brosser. Mais on n'a jamais appris aux gens à comment bien dormir. On pense que c'est évident. Ce n'est pas évident, premier élément. Deuxième élément, bien se reposer. Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes, on leur donne on dit, je suis fatigué, va te reposer. Mais les gens ne savent pas se reposer. On se repose comment? Alors, Encore faut-il avoir le temps de se reposer? Parce que c'est vrai que vous avez évoqué rapidement le burn-out, le travail, etc. Mais comment se repose? Je ne sais pas. Docteur Amitié, comment se repose? Comment bien se reposer? Bien se reposer, c'est-à-dire que par exemple le week-end,
Il faut qu'on essaie, il faut qu'on arrive à trouver un peu de temps avec les enfants. Et puis, bon, même si on va au funérailles, on peut aller le matin, mais l'après-midi... Docteur, mais les funérailles ne préviennent pas. C'est ce que je dis. Donc, même si on est allé au funérailles le matin, parce que l'enterrement, c'est samedi matin, on est vendredi matin, à midi, on prend le temps, on reste avec sa famille, ses enfants. Il y a la douleur. Et là aussi, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un problème de santé mentale, justement, avec la douleur et le deuil? C'est sûr, mais en fait, il faut trouver du temps. Vous êtes par exemple avec votre enfant et puis à un moment, bon, moi-même, si je pose des questions, mon moment, il ne va pas répondre. Si elle dit ça 2 fois, 3 fois, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il faut commencer à prendre un peu de temps avec l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'organiser. C'est difficile. Et puis quand on dit les vacances, ce n'est pas forcément sortir de Côte d'Ivoire. C'est aller au village, c'est aller, je ne sais pas, même passer, même prendre une glace. C'est-à-dire des petites choses. Donc il faut changer de mode de vie, de comportement? Pas forcément de comportement, mais de temps en temps, moi je vois au travail, ce que j'ai fait le 1er mai avec mes collaborateurs, on est allé, on a décidé, on est allé quelque part, on a parlé d'abord des nouveaux statuts de la fonction publique, on a posé des questions. C'est pas du travail? Pardon? Ce n'était pas du travail? Non, mais puisque c'était d'un environnement, on était en tenue décontractée, tout ça, au bord de la piscine. Et on a posé des questions, mais après, on a mangé, on a dansé, on s'est amusé. Je vous assure que tout le monde était content. Et ce que j'ai fait en plus, j'ai délivré des certificats de reconnaissance à mes collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont travailler 25 ans, 30 ans. On ne va jamais reconnaître leur mérite. On ne va jamais reconnaître leur mérite. Madame Pouan, comment vous, justement, vous avez une réaction par rapport à cela? Vous travaillez 25 ans, il n'y a pas de reconnaissance. Est-ce que ça peut être la base de troubles oui. ou de problèmes de santé? On parle de la communauté professionnelle dans laquelle on travaille. Et quand vous êtes reconnu, cela va créer un sentiment de joie, d'appartenance et surtout de reconnaissance pour ce que vous faites. Et ça, c'est important quand on parle de dormir. Et vous savez, quand on dit il est en train ou elle est en train de faire la sieste, on dit mais c'est un paresseux ou une paresseuse. C'est-à-dire on ne conçoit même pas que vous puissiez aller vous reposer pendant que les gens travaillent. C'est-à-dire si c'est la nuit... Mais ça part d'où? Je vous pose la question à tous les quatre. L'Africain, il travaille à se rendre, je ne dirais pas bête. C'est l'éducation. Voilà, c'est ça. C'est l'éducation à la santé, au bien-être. Quand on parle de bien-être, c'est cela. Mais quand vous êtes là et qu'on vous dit, mais quelqu'un qui dort, c'est un paresseux, quelqu'un qui se retire des gens, c'est quelqu'un qui n'aime pas, on va vous traiter de... Quand vous êtes mélancolique, vous n'êtes pas avec les autres, on va dire, oh lui là, il est toujours seul, on dirait c'est un sorcier, ou bien c'est quoi. Donc, tout cela va jouer contre ce que nous proposons. Éducation à la santé mentale, tout ce qui est comme sport, bien manger, faire des activités qui font plaisir. Vous savez, on attend tellement que les autres nous fassent plaisir et quand l'attente n'est pas comblée, c'est ça qui nous désespère. C'est ça qui nous désespère. Je me permets d'aborder 2 composantes importantes. Allez-y. C'est-à-dire savoir gérer ses émotions. Ça, c'est vraiment une des pistes pour préserver la santé mentale. Beaucoup de jeunes, leur cœur, est chaud. Son cœur est chaud. Ils ne laissent pas pouler à l'étranger. Vous voyez, il y a des expressions comme ça. Et malheureusement, il y a beaucoup qui sont très impulsifs. Vous voyez les notions de violence sociale au niveau scolaire, au niveau universitaire. Mais on l'a vu dans l'élément avec les meurtres de jeunes. Deuxième élément, savoir dire non. Je dis quelque chose de bête. Mais imaginez, vous demandez à une jeune fille il faut éviter de prendre une grossesse parce que c'est important. Mais est-ce qu'on s'est posé une fois la question, est-ce qu'elle a la compétence psychologique de savoir dire non à un garçon? Parce que pour nous, on pense que c'est évident. Non. Je reviens encore sur la chose. Si la personne n'a pas cette compétence, la personne ne pourra jamais adopter des pratiques, réduire des pratiques à risque. Alors, moi j'aimerais entendre le sociologue, parce qu'il y a une question, avant que vous ne répondiez, il y a une question qui est arrivée, quelqu'un qui nous dit que la crise aurait accentué des troubles ou de santé mentale. Oui, mais c'est partout, hein, c'est partout. C'est vrai que lorsqu'il y a une société humaine, on a toujours les questions de santé mentale. Le professeur l'a dit, c'est vrai qu'il y a un déficit d'éducation à la santé mentale. Mais je veux dire, lorsqu'on a des situations de crise
ou de rupture de liens sociaux, c'est sûr que ça va exacerber les questions de santé mentale avec tout ce qui est anxiété, stress dû, par exemple, au crépitement des armes et autres. C'est possible. Je veux dire que la corrélation est là. Mais j'ai entendu dire, par exemple, que l'une des solutions, c'est d'aller chez le spécialiste. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit factuel. Quand on regarde les ratios, combien de professionnels de la santé pour 100 000 habitants? Est-ce qu'on a un? Moi, je veux savoir, est-ce qu'on a au moins un médecin pour 100 000 habitants? Vous voulez dire qu'il y a un déficit? Non, il y a un déficit grave, il y a une pénurie grave. Et je pense que le professeur tout à l'heure prendra la parole. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de professionnels de la santé mentale par rapport aux 29 millions de populations ivoiriennes. Je pense qu'il y a un déficit à ce niveau. Et deuxième chose que je voudrais ajouter, j'entends parler, mais les hommes et les femmes, les filles et les garçons, ne vivent pas de la même manière leur santé mentale. C'est différent. Et c'est des problèmes d'ordre structurel. Lorsque vous prenez, par exemple, les femmes sont beaucoup exposées aussi aux questions de santé mentale. Pourquoi? Parce que quand vous regardez leur charge domestique, quand vous regardez leur charge professionnelle cumulée à la charge domestique, ça peut créer un tableau anxio-dépressif. Parce qu'il y a une charge importante, je veux dire, de tâches ménagères. On l'a dit par rapport à l'homme, c'est 3 à 4 heures de plus que l'homme. Voyez-vous, selon les données de la Banque mondiale 2017, et si l'émergence était une femme. Mieux, lorsque vous prenez l'homme, c'est la socialisation à la virilité, c'est la socialisation à l'autorité, c'est beaucoup de responsabilités. Ça aussi, ça peut être une charge. Oui, mais ça peut créer une grosse charge émotionnelle. Il parlait d'émotions, gestion des émotions, mais c'est également ça. Lorsque tu ploies sous le coup de la vie, de la pression économique, pression familiale, tu peux céder et être exposé. Gissin Koulibaly, donc sociologue, parle de la pression. Qu'est-ce que le professeur que vous êtes dit justement? Et est-ce qu'il y a suffisamment justement de spécialistes dans le domaine pour la population qui est touchée par ces questions de santé mentale? De la santé mentale des jeunes, comme on est dans le contexte aussi du FEMUA, où c'est une vitrine majeure, où il y a tout un engagement citoyen des organisations de jeunesse pour détabouiser la question de la santé mentale des jeunes. Alors, vous avez posé une question très pertinente, le lien entre les différentes crises et la santé mentale des jeunes. Tous les jeunes que nous avons, ce sont des jeunes qui ont été nourris dans des environnements de crise depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Des crises sociopolitiques, des crises intercommunautaires, des crises sanitaires, on vient de sortir de la Covid, des crises sécuritaires, des crises climatiques. Les changements climatiques ont un impact sur la santé mentale des communautés. Et quand on utilise aujourd'hui le concept de résilience, c'est pour dire que nos sociétés ont été tous traumatisées. Beaucoup de nos... Et ça, c'est à travers le monde. Oui, mais en disant seulement à travers le monde et qu'on n'apporte pas de réponse, on donne l'impression que c'est pas... Mais vous êtes sur le plateau justement en train de porter un programme et nous supposons que vous avez des rencontres avec vos pairs. Donc, c'est vraiment l'expert qui est sur le plateau. Donc, vous faites des constats, vous avez parlé de cartographie des zones. Donc, professeur, nous vous écoutons. Oui, donc c'est la raison pour laquelle, comme la réponse, elle est systémique, la problématique de la santé mentale des jeunes est systémique. Les familles sont traumatisées. Donc, les familles vont produire socialement des adolescents dans un environnement insécurisant. Nos États sont traumatisés. Et donc, pour nous, la réponse est multisectorielle. C'est-à-dire que c'est l'engagement de tout le monde pour résoudre le problème. Ça, c'est le point majeur que je voulais aborder. Alors moi, est-ce que vous travaillez, parce que c'est vrai qu'il y a le ministère de la Femme, la Famille, l'Enfant, il y a le ministère de la Santé, est-ce que vous travaillez avec d'autres ministères? Parce que vous parlez de sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres ministères qui interviennent justement dans la gestion de la santé mentale, la sécurité, l'intérieur? Il y a d'autres... Alors, au niveau de comment ça se passe, justement? La direction de coordination est une coordination multisectorielle. Ça veut dire que le ministère de la Santé a le lead,
ben, on travaille avec le ministère de la Jeunesse. Bien sûr. On aura justement avec le ministère de la Jeunesse toute la stratégie autour des activités de service civique. Qu'est-ce qu'on a constaté avec ce ministère? C'est que beaucoup de jeunes qui sont dans des programmes de service civique ont des besoins majeurs de prise en charge de leur santé mentale. Donc, on va vers des approches intégrées. Deuxième élément, un autre ministère, le ministère de l'Éducation. Bien sûr, l'école. L'école. Il y a des programmes nationaux de santé adolescents jeunes. Mais au niveau du ministère de l'Éducation, il y a la direction de la mutualité des œuvres sociales, la DEMOS, qui a la responsabilité de la coordination des activités sanitaires de l'éducation. Et on travaille justement avec ces centres de santé pour adolescents et jeunes pour pouvoir adresser de telle sorte que quand un jeune, un élève, un étudiant a un problème de santé mentale, il faut que l'agent de santé le plus proche puisse apporter des premières réponses. Deuxième élément, on parlait tout à l'heure du déficit de spécialistes. Effectivement, on n'aura jamais, même en Europe, on n'aura jamais de spécialistes partout. C'est sûr, mais il y a une possibilité quand même de former et de recruter. C'est la délégation de tâches qui se fait justement avec les travailleurs sociaux parce que pour nous, et je pense que Dr Amétier est d'accord avec moi, oui, c'est la première ligne du soutien psychologique. D'accord. Et on a beaucoup de travailleurs sociaux dans tous les ministères. Et c'est une ressource humaine qui est souvent sous-utilisée parce que la compétence en matière d'intervention psychologique n'est pas bien renforcée. Et c'est le rôle du programme d'accompagner ces différents ministères à améliorer les activités de promotion, de prévention et d'orientation des cas complexes. Merci, professeur. Je vais devoir faire un tour parce que nous approchons du terme de cette émission et que je rappelle, ce n'était pas un débat, c'est un plaidoyer sur la question de la santé mentale. Docteur Amétier, qu'est-ce que nous devons retenir, votre mot de fin, justement? Alors, mon mot de fin, c'est que nous devons travailler ensemble. Oui. On ne pourra pas atteindre des résultats probants, durables, si chacun travaille dans son coin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec professeur Kwa. Moi, je lui dis vraiment merci parce que c'est un des médecins, je suis médecin aussi, donc on est assez carré, mais qui est ouvert, qui s'est rendu compte qu'en travaillant avec les travailleurs sociaux, oui, il y a les lignes peuvent bouger. Et donc, en le faisant, c'est sûr que nous allons pouvoir améliorer l'état de santé. Les gens vont venir au centre social, on pourra les écouter, faire ce que nous pouvons faire et ce qu'on ne peut pas faire, référer. Merci, docteur Amétier. Je rappelle que vous êtes du ministère de la Famille, Femmes et de l'Enfant. Merci infiniment. Merci. Gislain Coulibaly, votre mot de fin, oui, je pense sociologue que vous êtes. Je pense que la santé mentale est une problématique importante. Ce que je propose, c'est qu'on aille vers la téléconsultation pour ce genre de pathologie, parce que ça permet peut-être d'avoir un accès rapide à des spécialistes à coût réduit et géographiquement, quelle que soit la position, on peut au moins échanger avec l'individu. Donc cette plateforme de téléconsultation dans le cadre de la santé mentale peut être quelque chose de très important. Et pour terminer, je voudrais aussi demander une éducation au jardinage, faire en sorte qu'on ait aussi, parce que chaque fois qu'il y a des espaces verts, on détruit, on construit, mais il faut penser aussi à un environnement sain pour avoir cet équilibre-là, non seulement avec soi-même, mais aussi avec son environnement. Équilibre avec l'environnement. Merci, Gislain Coulibaly. Madame Pohan, votre mot de fin, justement, par rapport à ce débat. Pour ce débat, parce qu'on entend santé mentale, mais est-ce qu'on a les connaissances? Est-ce que, comme on a fait pour la sexualité, les grossesses en milieu scolaire, on ne pourrait pas intégrer dans un programme déjà à l'école, concernant les élèves, des modules pour parler de santé mentale et surtout éduquer les parents. Parce qu'on parle des premiers signes autres, même si on n'est pas spécialiste, que le parent puisse déjà voir cet enfant-là qui commence à avoir un comportement, pas seulement le parent, les autres. Donc, il faut se former, il faut qu'on puisse aujourd'hui trouver des modules pour aider tout le monde et surtout comprendre que soi-même, on doit avoir une attitude positive, la dynamique positive, parce que quand vous avez des pensées noires, vous êtes toujours en train de dire « je suis venu accompagner les autres ». Quand vous manquez de confiance, d'estime de soi, c'est des terreaux
favorable à des situations qui vont prolonger. Et comme il a dit, moi je pense que quand vous sentez quelque chose d'anormal, ou l'observateur ou la personne elle-même, allez voir un spécialiste, ça c'est le conseil qu'il faut donner. Maintenant, si on est dans une zone où il n'y a pas de spécialistes, à proprement parler, on ira dans les centres de santé qui sont là. Merci Madame Pouin d'avoir été sur ce plateau. Professeur, le mot de fin de la fin vous revient. Alors, naturellement, le mot de fin, c'est le mot du ministère en charge de la santé. Donc, c'est le mot de Monsieur le ministre Pierre Demba qui nous envoie en mission et qui est attentif aux nombreux défis qui ont été soulevés. Et l'un des défis majeurs, c'est la question de l'éducation, la santé mentale. Et justement, avec l'éducation nationale, il y a toute la révision des modules de formation pour que les enseignants soient les premiers acteurs de première ligne pour pouvoir soutenir la santé mentale, éduquer à la santé mentale les jeunes. Et aussi, l'occasion du FEMUA est une occasion où beaucoup de jeunes vont être rassemblés pour qu'on puisse converser, pour qu'on puisse continuer les débats, pour qu'on puisse continuer les conversations et qu'on puisse briser toutes les barrières, tous les obstacles, de telle sorte qu'on ait une jeunesse saine, en bonne santé, pour un développement durable. Jeunesse saine, en bonne santé pour un développement durable. Merci infiniment, professeur. Merci au ministère de la Santé. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont contribué à travers leurs messages. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont permis que nous soyons là ce soir. Les voies de la compréhension, de la prévention et de la préservation de la santé mentale ont été évoquées ce soir par nos 4 experts. Sachez que cela n'arrive pas qu'aux autres. Tolérance, écoute, patience et surtout beaucoup d'amour. Bonsoir, à très bientôt et bien sûr vous restez sur RTI 1.